Bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe de KAI TV. Je me nomme Maître Seydou Ngolo Kouni. Je suis notaire à la résidence de KAI. Donc, je suis le deuxième cabinet de notaire dans la ville de KAI. Donc, voici un peu en ce qui me concerne. Maintenant, pour ce qui concerne ma formation académique, moi, je suis juriste de formation. Après une maîtrise en droit privé, j'ai fait 4 masters. Un master de recherche en droit privé général, un master de recherche en droit international, un master professionnel en administration publique et un master professionnel en opération de paix. Pour ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai commencé par la fonction publique, notamment je suis un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et après, j'ai eu un poste à l'Union européenne comme conseiller juridique où j'ai servi pendant un certain nombre d'années. De là-bas aussi, je suis parti aux Nations Unies comme conseiller juridique. Donc de là-bas, j'ai fait le concours d'accès à la profession de notaire et au terme duquel, après mon admission, nous avons fait 3 ans de formation théorique et pratique et après j'ai prêté serment comme notaire à la cour d'appel de KAI. Donc voici un peu en ce qui concerne mon parcours académique et professionnel. Ok, merci pour cette question et je remercie déjà quand même vraiment votre chaîne qui fait beaucoup des efforts énormes pour sensibiliser la population, pour que les gens puissent connaître leurs droits et leurs devoirs et savoir la conduite à tenir. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. La location, ou les gens appellent les contrats de location, mais techniquement on dit le contrat de bail. Le contrat de bail. Le contrat de bail, c'est avant tout un contrat par lequel une personne couramment appelée le bailleur met un bien immeuble, un terrain, une maison à la disposition d'une autre personne qu'on appelle le locataire ou le preneur qui va jouir de l'immeuble et puis en contrepartie lui verser une somme convenue qu'on appelle le loyer. Donc maintenant le contrat de bail, il y a plusieurs types de contrats de bail. On peut, de façon très ramassée, on peut en citer 4. Le premier type de contrat de bail, c'est ce que nous appelons le contrat de bail à usage d'habitation. C'est un contrat qui est fait pour habiter les maisons, les domiciles, pour y dormir, pour loger sa famille. Ça, c'est le contrat de bail à usage d'habitation. La deuxième catégorie, c'est le contrat de bail professionnel. C'est-à-dire que c'est un contrat qui consiste effectivement à utiliser un bien immeuble pour l'utiliser à des fins professionnelles, soit pour exercer des activités commerciales, des activités agricoles, des activités artisanales. Par exemple, quelqu'un qui va louer un magasin pour installer sa boutique ou bien son centre commercial. Donc, on appelle ça le contrat de bail à usage professionnel. Maintenant, la troisième catégorie de contrat, c'est ce qu'on appelle des bails plutôt, c'est ce que nous appelons le bail à construction ou le bail à réhabilitation. C'est-à-dire c'est des contrats qui existent entre deux personnes, un propriétaire d'un terrain, vous avez un terrain dont vous n'avez pas les moyens de construire, quelqu'un vient construire sur ce terrain en votre place et il va utiliser comme pour lui-même pendant un certain nombre d'années, le délai va de 18 ans à 99 ans, il va l'exploiter comme le vrai propriétaire. Maintenant, au terme du bail, du délai, il va vous restituer le terrain et la maison. Donc, on appelle ça le bail à construction et le bail à réhabilitation. Quatrième catégorie de contrat de bail, c'est ce que nous appelons les bails avec option d'achat. Généralement, on appelle ça les contrats de location-vente. C'est-à-dire c'est les contrats au terme desquels une personne occupe une maison, paye des loyers, entre un montant mensuel forfaitaire, et lorsqu'il atteint le montant correspondant à la valeur de la maison lui appartient. Ça, c'est le contrat, on appelle ça contrat de bail avec option d'achat ou contrat de location-vente. Mais
c'est peut-être qui pourrait surtout intéresser, sûrement, si j'ai bien compris votre analyse, c'est surtout les deux premières catégories, le contrat de bail à usage d'habitation et le contrat de bail à usage professionnel. Donc, le contrat de bail à usage d'habitation, comme je l'ai dit, c'est un contrat qui est régi par plusieurs textes au Mali, mais l'actuelle loi qui régit vraiment effectivement le contrat de bail à usage d'habitation, c'est la loi 2015 de juillet 2015 et son décret d'application de juillet 2016 sur la protection du consommateur. Donc, sur cette loi et son décret, régit le contrat de bail à usage d'habitation. Mais pour le contrat de bail à usage professionnel, commercial, etc., ce contrat est régi par l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, l'acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général de 2010 régit, le contrat de bail à usage professionnel. Donc, ce sont effectivement essentiellement les deux types de contrats peut-être qui feront l'objet de notre débat. Donc, si j'ai bien compris. Alors, quels sont les droits et les devoirs, si j'ai bien saisi la question, quels sont les droits et les devoirs de chaque partie? Alors, on prend déjà, pour ce qui concerne les contrats, les droits et devoirs dépendent de deux choses. D'abord, ça dépend du contrat lui-même. C'est-à-dire que c'est les parties qui ont décidé, OK, on va mettre ça dans les contrats, toi tu fais ça, tu as le droit de faire ça, ce sont mes devoirs. Ce qui vient compléter la volonté des parties, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a des situations où lorsque les parties n'ont rien dit, c'est la loi maintenant qui intervient. Donc c'est pour vous dire que le contrat de bail à usage d'habitation ou à usage professionnel doit d'abord être bien rédigé pour éviter des problèmes. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui concerne les droits et les devoirs, d'abord, si on se place du côté du propriétaire de l'immeuble ou de la maison ou du terrain, qu'on appelle les bailleurs, le principal devoir du bailleur, c'est de mettre d'abord la maison en bon état locatif. C'est-à-dire que le jour où il va remettre la clé, la maison doit être en état d'être habitée. Donc, et il doit faire tous les travaux nécessaires pour que la maison soit habitable. C'est pourquoi la loi exige qu'au moment de l'entrée dans la maison, au moment de la remise de la clé au locataire, il doit d'abord faire ce que nous appelons l'état des lieux d'entrée. Il fait un rapport pour dire que voici tel ou tel bien qui était dans la maison, voici l'état de la maison, etc. Donc, il fait ces rapports qu'on appelle l'état des lieux d'entrée. Il les remet au locataire avec la clé. Donc, pour que lui sache que le jour où j'ai pris la maison était à cet état. Donc, si le locataire a fermé les yeux sur certains défauts, là, ça n'engage plus le bailleur. Mais le bailleur, s'il voit qu'il y a des défauts qui doivent être traités, avant de prendre la maison, le bailleur a l'obligation de faire les travaux nécessaires pour que la maison soit habitable. Ça, c'est le premier devoir du bailleur. Le deuxième devoir du bailleur, c'est ce qu'on appelle de ne pas nuire au locataire dans sa jouissance. Ça veut dire quoi en français facile? Cela veut dire que le bailleur ne doit pas venir déranger le locataire dans la maison. Et parfois, le contrat même doit prévoir des clauses. Par exemple, même si le bailleur doit venir à la maison, les heures de visite, le nombre de visites par an, dans quelles conditions les visites doivent avoir lieu, le contrat doit prévoir tout ça là. Donc, et lorsque, par exemple, il y a des travaux à faire dans la maison, dans quelles conditions le bailleur peut venir faire ces travaux, donc le contrat doit préciser tout ça là. Donc, le deuxième devoir du bailleur, c'est de ne pas déranger le locataire dans la maison. Troisième devoir du bailleur, c'est ce que nous appelons, c'est de prendre en charge toutes les réparations qu'on appelle les grosses réparations. Les grosses réparations, ce sont des réparations qui ont trait à l'immeuble, à la consistance même de l'immeuble. Par exemple, les murs, s'il y a les murs sont cassés ou il y a des choses qui portent atteinte aux murs, les escaliers, les toits, comment dirais-je, donc les poutres, etc.
le sous-sol, si par exemple il y a un escalier qui est cassé, tout ce qui touche à l'immeuble, à la consistance de l'immeuble, on appelle ça les grosses réparations. Ça, c'est à la charge du bailleur. Il doit prendre ça en charge. C'est pourquoi le décret pour le bail à usage d'habitation, par exemple, le décret prévoit que le curage des fosses d'aisance et des fosses septiques incombe au bailleur, au propriétaire de la maison. Quand je dis curage, c'est-à-dire lorsque par exemple la fosse est remplie où les cailloux sont vieux, voilà, les cailloux sont vieux, il faut les enlever, de mettre de nouveaux charbons, du charbon, des cailloux, etc. Ça, on appelle ça le curage. C'est le bailleur qui doit prendre ça en charge. Par contre, si c'est les réparations locatives, donc ça cela incombe au preneur, on reviendra tout de suite sur ces devoirs. Donc le bailleur a l'obligation de faire toutes les réparations, toutes les grosses réparations. Donc ça c'est pour ce qui concerne le bailleur. Pour le locataire, il a d'abord, première obligation du locataire naturellement, c'est le paiement des loyers. Il doit payer les loyers selon effectivement les termes convenus dans le contrat. C'est extrêmement important. Un retard dans le paiement des loyers peut entraîner la résiliation, la rupture du contrat. Donc, il doit payer les loyers, première obligation du preneur ou du locataire. La deuxième obligation du locataire, c'est de faire un usage de la maison en bon père de famille. Prendre la maison comme sa propre maison. Il ne doit pas la dégrader. Il doit vraiment tout faire pour bien entretenir la maison, comme le propriétaire lui-même aurait fait. Donc, ça c'est la deuxième obligation. La troisième obligation du bailleur et du locataire, c'est ce que nous appelons les réparations locatives. C'est-à-dire les réparations quotidiennes qui nécessitent effectivement, qui élèvent normalement du locataire, tel que par exemple il y a une serrure qu'il faut changer, il y a la clé qu'il faut changer, donc le robinet, il y a un tuyau du robinet, comment dirais-je, des choses comme ça. C'est des réparations locatives qui incombent comment dirais-je, au locataire parce qu'il a l'obligation d'entretenir la maison. C'est pourquoi il est interdit de faire un usage autre que celui prévu dans le contrat. Par exemple, si il a pris une maison pour l'habitation, pour y habiter, il n'a pas le droit de venir élever les animaux. Il n'a pas le droit de venir exercer des activités commerciales sans l'accord préalable du bailleur. Donc, ça, on appelle ça la destination de l'immeuble. La destination de l'immeuble doit être respectée par les locataires. Donc, premier devoir, payer les loyers convenablement. Deuxième devoir, faire les réparations locatives. Troisième devoir, entretenir la maison en bon père de famille. Donc, ça, ce sont essentiellement des devoirs. Maintenant, lorsque il y a il y a des réparations qui nécessitent l'intervention du bailleur, il a l'obligation aussi d'informer le bailleur pour venir faire ces travaux-là. Donc, c'est en quelque sorte, mais les devoirs dépendent, je l'ai déjà dit, dépendent d'abord du contrat. C'est pourquoi le contrat, c'est un instrument très important, ce qui ne doit pas être élaboré n'importe comment. Faire un copier-coller, vous avez un ancien contrat, vous allez juste changer les noms et les prénoms. Chaque contrat est spécifique. Chaque contrat est spécifique. Donc, quand le contrat est déjà bien élaboré, les obligations des départs et d'autres sont claires et fixes. Parfois, si le contrat n'est pas bien élaboré, souvent le contrat n'est même pas valable. Il y a certaines clauses, la loi interdit de mettre certaines clauses dans les contrats. Donc, si ce n'est pas un professionnel qui peut conseiller ça, il est difficile pour les parties de le savoir. Donc, voici un peu, de façon très ramassée, les droits et les devoirs du bailleur et du locataire. Alors, la caution, ou d'autres appellent le dépôt de garantie. La caution, c'est au fait une garantie, c'est une sûreté, en quelque sorte, une garantie pour le bailleur du bon entretien de la maison. Parce qu'il peut arriver que le locataire il a pris la maison, il ne l'a pas entretenue, qu'après il laisse la maison dans un état délabré. Donc la caution permettra au bailleur de couvrir, de prendre en charge les dépenses de réparation locatives de la maison. Donc c'est une garantie pour le bailleur que la maison sera bien utilisée, bien entretenue par les preneurs ou par les locataires. Alors la question de la caution,
notamment le montant, ce n'est pas réglementé par le décret de 2016. Au fait, c'est les parties elles-mêmes qui décident, notamment des modes de paiement de la caution. Mais avant, il y avait un décret de 1967, depuis sous le président Modibo Keïta, qui régissait les loyers. Ce décret prévoyait que la caution ne doit en aucun cas dépasser 1 mois de loyer. Donc, mais le décret de 2016 n'a pas exigé de montant, ni pour la caution, ni pour le loyer. Ce décret renvoie à un autre décret. Autrement dit, un décret doit être pris pour fixer la valeur des immeubles par zone, par quartier, par ville, etc. Mais ce décret n'est pas encore adopté. Donc, ça permettra de fixer les loyers, ou que dans tel ou tel quartier, une maison en un étage, 2 étages, etc., ou une villa ne doit pas dépasser tel montant, etc., etc. Donc, mais voilà, ce décret n'est pas encore adopté. Le décret de 67 avait fixé un plafond pour dire que les loyers ne doivent pas dépasser 11% de la valeur vénale de la maison. De façon plus concrète, par exemple, une maison d'une valeur qui coûte 30 millions, ce décret dit que les loyers mensuels ne doivent pas dépasser 275 000 francs en aucun cas. Mais bon, actuellement, le nouveau décret sur le prix, le montant des loyers, y compris de la caution, n'est pas encore adopté. D'abord, comme je l'ai toujours dit, tout dépend du contrat. Entretenir quoi? Qui doit entretenir quoi? Qui doit faire quoi? C'est le contrat qui doit d'abord préciser ça entre les parties. Maintenant, il y a des choses, soit c'est des choses qui ne sont pas prévues dans les contrats, ou c'est prévu dans les contrats, mais le bailleur lui-même refuse de le faire. Il sait que c'est son devoir, mais il refuse de le faire. Alors, si ce n'est pas prévu dans les contrats, on se réfère à la loi. Et la loi a dit que, ok, les réparations locatives incombent aux preneurs et les grosses réparations incombent aux bailleurs. Alors, donc c'est la loi qui va s'appliquer. Maintenant, le bailleur qui doit faire certains travaux qui lui incombent, notamment les grosses réparations, la loi autorise le preneur, à se faire autoriser par le tribunal d'effectuer ses travaux lui-même et de faire payer ça au bailleur. Si le bailleur refuse de faire certains travaux, le locataire lui-même peut se faire autoriser par le tribunal. Donc, il va lui-même financer ses travaux et le bailleur sera obligé de le rembourser. Donc, ça, c'est comme élément de solution par rapport aux bailleurs qui savent qu'ils doivent faire ça, mais qui refusent de le faire. Mais s'ils ne le savent pas, soit ça veut dire que le contrat n'est pas clair, ou en tout cas, et voilà. Donc, c'est ça un peu l'approche. Alors, pour le bail à usage d'habitation, le préavis de fin de contrat, par exemple, vous avez signé un contrat de bail à durée indéterminée, vous voulez sortir. La loi dit que le bailleur, à 6 mois, il doit donner un préavis de 6 mois au locataire de sortir. Il doit lui faire une notification d'un délai de 6 mois. Quant au preneur, au locataire, il a un délai de 3 mois. Donc, quand il veut quitter la maison, il doit notifier. Donc, il a l'obligation de notifier. Donc, il doit notifier au bailleur comme adresse de sa volonté, effectivement, de sortir de la maison dans un délai de 3 mois. Donc, lui, son préavis, c'est 3 mois pour le locataire et 6 mois pour le bailleur. Ça, c'est lorsqu'on est dans le cadre du contrat de bail à usage d'habitation. Mais pour le contrat de bail à usage professionnel, chaque partie a 6 mois. Vous avez pris une maison pour en faire votre boutique, votre centre commercial. Lorsque vous voulez quitter la maison, vous avez l'obligation d'informer le bailleur dans un délai de 6 mois que vous allez sortir. De la même manière, le bailleur aussi, le propriétaire, s'il veut mettre fin au contrat, il a l'obligation de respecter un préavis de 6 mois. Donc, pour le bail à usage professionnel, c'est 6 mois pour toutes les parties. Mais pour le bail à usage d'habitation, c'est 6 mois pour le bailleur et 3 mois pour le locataire. Le conseil que peut-être qu'on peut donner aux parties, les bailleurs et les preneurs, c'est d'abord, lorsqu'ils veulent faire un contrat de bail, de faire recours à un notaire, en tout cas un professionnel, pour rédiger le contrat. Parce que déjà,
Les difficultés dans les locations aujourd'hui viennent généralement de deux choses. La première, soit le contrat est mal rédigé, le contrat ne précise pas les droits et les devoirs de chaque partie ainsi que les modalités d'application. Soit le contrat n'est pas respecté, l'une des parties refuse d'obéir, d'accomplir ses obligations. Donc, mais le principal élément vraiment du travail, c'est de faire un bon contrat. Même quand le juge est saisi, si le contrat est bien clair, bien rédigé, ça lui facilite le travail d'interprétation. Mais une fois que le contrat est flou ou le contrat est mieux, parce que la loi donne les grandes lignes. C'est les contrats cette fois-ci qui doivent être bien rédigés pour éviter les difficultés. Par exemple, quand vous faites un contrat de bail à usage professionnel, vous avez pris une maison pour un magasin, pour le commerce, pour votre boutique ou pour une station ou n'importe quelle activité professionnelle, alors le contrat doit être clair. Vous voulez faire la boulangerie, quelle est votre activité? Vous devez faire quoi? Vous avez le droit de faire quoi et quoi? Alors, vous avez pris la maison à un état. Est-ce que vous avez le droit de modifier la maison pour l'adapter à votre parent? Vous faites de la boulangerie. Est-ce que vous avez le droit de casser certaines parties pour essayer de construire, pour adapter la maison à l'exercice de votre activité professionnelle? C'est le contrat qui doit prévoir tout ça là. Dans quel délai les loyers doivent être payés? Si les loyers ne sont pas payés, quelles sont les mesures comme adresse qui doivent être prises par le bailleur? Donc, si le premier travail vraiment, c'est de faire un bon contrat, Et pour les bailleurs, les propriétaires des maisons, par exemple, qui donnent les maisons aux administrateurs des biens immobiliers. Les administrateurs des biens immobiliers sont ceux qui sont chargés notamment de gérer une maison, percevoir les lois, etc., que les gens confondent avec les agents immobiliers. Les agents immobiliers sont ceux qui interviennent, qui font l'intermédiation pour faciliter le rapport entre les vendeurs et les acheteurs, notamment d'une maison ou d'une parcelle. Mais la gestion de la maison relève de la compétence des administrateurs des biens immobiliers. Un propriétaire qui a sa maison et qui veut donner à un administrateur des biens immobiliers pour la gestion, la loi exige qu'il y ait un contrat écrit entre les deux parties. Donc le propriétaire doit d'abord donner un mandat. Et ce mandat doit être précisé dans un contrat. L'administrateur des biens immobiliers, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il, par exemple, il a le droit d'augmenter les loyers? Est-ce qu'il doit fournir, par exemple, chaque contrat signé par les locataires au propriétaire de la maison? Quels sont ses devoirs? Quelles sont ses obligations, ses droits? C'est un contrat, on appelle ça la convention, qui doit être faite entre le propriétaire de la maison et celui qui va gérer la maison. On appelle l'administrateur des biens immobiliers. Donc, le conseil généralement que je donne d'abord aux propriétaires des maisons qui veulent donner leur maison à un administrateur des biens immobiliers pour sa gestion, il doit d'abord faire un contrat écrit. La loi exige que ce soit un contrat écrit entre les deux, une convention écrite. Donc, qui va fixer qui peut faire quoi, quels sont, à partir de quel mois, quel mois ou à partir de combien du mois, il doit venir verser les loyers aux propriétaires. Parfois, certains peuvent se dire que, ok, moi, je souhaite que tu viennes me verser mes loyers le 5 au plus tard. C'est à toi de trouver les moyens pour préfinancer et ensuite aller récupérer. Par exemple, il y a des cas où celui qui gère la maison préfinance, paye d'abord au propriétaire, lui, il va aller maintenant recouvrir les loyers, etc. Donc, tu dois faire quoi? Alors, le contrat doit vraiment être bien rédigé pour tenir compte de ces spécificités. Donc, de façon très globale, c'est bon que les gens passent voir le professionnel. Parce que dans le contrat, il y a même des clauses. Il y a certaines dispositions. Quand vous mettez ça dans les contrats deviennent nuls. Mais les gens ne savent pas. Et généralement, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand tout va bien, il n'y a toujours pas de problème. Mais les jours où il y a des difficultés, toutes ces questions-là sont posées. Est-ce que votre contrat, même, le contrat que toi tu dis qu'il n'a pas été, est-ce que ce contrat est valable? Parfois, le contrat n'est même pas valable. Donc, quelles sont les clauses qu'il faut insérer dans le contrat? Quelles sont les clauses qu'il ne faut pas insérer? Et qu'est-ce qui peut être changé par les parties elles-mêmes? Ou qu'est-ce qui ne peut pas être changé? Parce que la loi aussi a donné certaines dispositions qu'on ne peut pas changer. On appelle ça les dispositions impératives. Quelles sont ces dispositions-là? Si ce n'est pas un professionnel, il est très difficile de connaître ces différentes clauses-là pour faire un bon contrat de bail. Bon, le mot de fin, c'est vraiment, une fois de plus,
Je remercie et encourager KI TV qui fait un travail extraordinaire parce que les gens du Mali et d'ailleurs, ça leur permet d'avoir accès à l'information. Et surtout, la question du bail, du contrat de location, c'est une question, beaucoup de gens en parlent, c'est notre quotidien, mais quelle est la position de la loi sur la question? Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les uns et les autres de comprendre. Donc, c'est vraiment vous encourager à persévérer dans ce sens. Et l'autre mot de fin, c'est toujours un appel aux gens vraiment d'éviter les problèmes, d'éviter les litiges, on doit prendre des dispositions pour éviter les litiges. Et cela passe nécessairement par une bonne convention entre elles-mêmes. Si tout se passe bien au départ, généralement, il n'y a pas de problème. Et parfois, moi, je reçois des clients ici, dans le cadre de l'élaboration du contrat de location. Souvent, ils font 2 heures de discussion. Ah non, il faut enlever ça. Non, moi, je suis d'accord avec ça. OK, OK, donc ça, c'est bon. OK, toi aussi, il faut faire l'effort. Et les parties discutent, ils trouvent un accord et on fait le contrat sur cette base-là. Et très généralement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est toujours un appel que je lance aux gens de prendre des dispositions pour éviter les difficultés, voilà, pour éviter de se retrouver devant les tribunaux, etc., de faire des recours professionnels pour l'élaboration des contrats.